Bien, mais merci à tous d'être, à ceux qui sont restés, à ceux qui entrent actuellement. On va démarrer. Et en fait, c'est notre premier show des Retail Tech font leur show. Donc c'est l'idée en fait qu'on défendait à l'ICC, c'est qu'une technologie n'a de sens que si elle est mise en application avec un retailer. Et les Retail Tech, c'est ça. C'est vraiment des cas concrets. C'est du ROI, c'est des applications qui sont au service de la transformation digitale. Et je vais demander donc à Yanis Daubin, qui est Area Vice President Enterprise de Salesforce, de m'aider à animer cette conférence. Et pour commencer, en fait, je voudrais poser quelques questions à Yanis. Merci d'être là. Merci d'accompagner le Connected Day et tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et je pense que la présence de Salesforce est assez emblématique. Vous dirigez la branche entreprise de Salesforce. Et le tech show comme celui-ci, finalement, ça vous tient à cœur, mais dites-moi un peu pourquoi. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et je tiens à te remercier, Michel, ainsi que les équipes d'ICC pour associer Salesforce dans un événement tel que celui que nous vivons aujourd'hui. La participation de Salesforce dans un événement comme aujourd'hui, elle est assez simple et je vais la résumer en quelques points. Salesforce, c'est une société, pour ceux qui connaissent, qui a été créée il y a 19 ans, qui a beaucoup évolué depuis et qui, notamment, il y a quelques années, a pris un virage pour adresser les enjeux propres au B2C. Donc il y a un premier lien avec la journée d'aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que dans l'ADN de Salesforce, il y a une pierre angulaire qui existe toujours, c'est comme chez l'être humain, finalement ça ne disparaît pas, c'est l'innovation. Et donc finalement, quand on associe un virage vers le B2C et cet aspect innovation, on ne pouvait qu'être présent aujourd'hui, puisque les Retail Tech, la Retail Valley, comme on l'appelle, c'est ici et c'est présent aujourd'hui. Super. Alors aujourd'hui, c'est un peu la fête des technologies du retail, et c'est un peu comme ça qu'on l'a pensé. Ce soir, on aura les Startup Awards. On va récompenser, on va célébrer les innovations qui sont nouvelles, celles qui sont déjà solidifiées, celles qui sont en plein lancement. Mais un tech show comme ce qu'on va écouter à l'instant, pourquoi est-ce important aussi pour Salesforce ? C'est important puisque déjà Salesforce est assez proche de l'écosystème startup français. On investit dans un certain nombre de startups. Mais ce dont on peut se rendre compte également, c'est que dans les différentes rencontres clients et partenaires, il y a toujours une question de fond qui est mais finalement, est-ce que ce n'est pas que sur des slides ? Et l'idée de la session de cet après-midi, donc, qui va se dérouler autour de 2 cas d'usage principaux, c'est de se rendre compte que des thématiques qui touchent finalement toutes les entreprises peuvent être adressées rapidement avec l'aide de start-up aux côtés, j'ai envie de dire, de grands groupes de la distribution. Donc c'est tout l'enjeu de cette session de 40 minutes. Excellent. On va, sans plus tarder, on va commencer. Et je vais laisser à Yanis l'honneur et le privilège d'animer et d'accompagner cette soirée, cette présentation. Alors on n'est pas encore à la soirée, mais merci Michel. La soirée, c'est tout à l'heure. Ouais, c'est pour tout à l'heure. Reviendra. Merci Michel. Donc comme je l'expliquais, l'idée c'est d'être vraiment dans le concret et de balayer deux cas d'usage. Donc on a un premier cas d'usage qui va vous être présenté par Kevin Barvec, qui est responsable du marketing opérationnel et du CRM du groupe Boulanger, et également par Dan Gomblevich, qui est le cofondateur d'Armis, sur un principe qui est assez simple. On est dans un monde qui évolue tous les jours. On parle beaucoup de digital, de disruption. Et il y a une question de fond pour l'ensemble du monde de la distribution, c'est comment finalement garder une pertinence dans la communication online, dans les publicités online, tout en ayant en tête les spécificités locales. Pour une raison qui est très simple, les comportements des consommateurs dans le sud-est de la France ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont dans le nord-ouest. Et donc l'idée de ce cas d'usage, c'est vraiment de regarder comment la technologie, notamment avec la société Armis, peut accompagner un grand du retail comme le groupe Boulanger. Je vous laisse du coup la parole, messieurs. Merci beaucoup Yanis pour l'introduction et bonjour à tous. Donc moi je suis Dan Gomblevich de Armis, pas de Boulanger. Et merci Kevin donc d'être présent aujourd'hui pour raconter finalement ce qu'on fait ensemble. J'appuie sur un bouton mais rien ne se passe. Très bien. Kevin, est-ce que... Tu vas y arriver. Je vais y arriver, mais est-ce que la régie peut... Ah, ok.
Alors Kevin, est-ce que tu peux nous parler finalement des enjeux qu'on a chez Boulanger en ce moment sur la communication de proximité? Oui, alors si on reprend le point de départ, en fait, on a fait un choix fort chez Boulanger, c'est fin d'année dernière, c'est de réunir l'ensemble des équipes médias du groupe Boulanger, puisqu'avant elles étaient séparées dans deux différentes directions, la direction digitale et la direction client de Boulanger. Donc moi je pilote justement l'ensemble des équipes médias de Boulanger et aussi l'équipe CRM. Et une des questions qu'on s'est posée avec la directrice client, c'est finalement autour du tract. C'est un levier qu'on a fortement utilisé dans les années passées pour relayer nos opérations commerciales et faire venir nos clients en magasin. Et on a été jusqu'à relayer plus d'une quinzaine de nos opérations par un tract qui était distribué en imprimé sans adresse, etc. dans les boîtes, avec des volumes de diffusion différents selon la saisonnalité. Et d'abord par conviction, on a d'abord réduit un petit peu le volume des opérations commerciales qui étaient tractées côté Boulanger. Et on s'est intéressé fin 2015 à toutes les solutions digitales. Alors pourquoi le digital ? Tout simplement parce qu'en fait, on s'est aperçu que le business dans nos magasins boulangers est de plus en plus influencé par le digital. Je ne vais pas vous citer les nombreuses études qu'on peut avoir avec Forrester ou avec des acteurs comme Google ou Facebook, mais on s'est un peu appuyé dessus fin 2015 pour déjà shifter notre budget de plus en plus vers le digital, parce que ça permettait de mieux cibler les clients en géolocalisation mieux, par exemple en search, etc. Et puis après, on s'est équipé d'une solution DMP avec Isance. Fin 2015, on a commencé un petit peu à profil matcher toute notre audience digitale et commencé à avoir nos propres chiffres. Et donc on s'est aperçu justement l'influence du digital par catégorie de produits, par médias, etc. Et tout. Et je pense qu'il y a vraiment une valeur ajoutée à aller chercher justement en adressant le bon message au bon moment, et notamment sur le device mobile qui est vraiment le device à privilégier pour la publicité locale. Et de façon assez macro, pourquoi un boulanger a autant besoin finalement de faire parler ses magasins aujourd'hui? Parce que le digital a toujours été finalement à l'origine le site marchand qui était concerné. Pourquoi autant de mouvements aujourd'hui sur le digital par rapport aux magasins? Est-ce que c'est possible en vrai de faire parler, de faire concurrencer finalement ces magasins sur l'ère du digital? Je pense que c'est faisable, et notre position chez Boulanger, c'est bon, on a mis Amazon là parce que je pense que c'est un peu le concurrent de tous, et plus que jamais, il grignote des parts de marché sur l'ensemble des univers produits. Côté Boulanger, on se débrouille plutôt bien parce qu'on arrive à plutôt bien résister, parce que je pense qu'Amazon s'est pas encore intéressé à l'ensemble des produits qu'on peut vendre soit en magasin ou sur le digital. Mais la voie qu'on a décidé de mener, c'est de pas être un clone d'Amazon, parce que pour nous c'est un combat perdu d'avance. C'est de faire en sorte d'être remarquer, de jouer sur notre singularité. Je pense que c'est un mot que vous avez déjà dû entendre dans la journée, mais la singularité pour Boulanger, hormis les services qu'on a pu développer autour du 22 lendemain depuis plusieurs années, qui vous permet d'être livré sur de la TV ou du gros électroménager en commandant ce soir jusqu'à 22h, dès demain 7h du matin. C'est des choses que Amazon ne fait pas à date, mais c'est surtout notre présence en physique. Aujourd'hui, c'est ça notre différence, c'est notre singularité. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a mis aussi Whole Foods, parce que justement, Amazon sait aussi que sa croissance passera par le physique. Dernièrement, ils ont ouvert aussi une boutique éphémère à Paris, dans le 1er arrondissement. Donc voilà, donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avant que Amazon joue justement sur cette présence physique, autant justement nous qui sommes présents depuis plus de 65 ans dans le retail, jouer sur cette force qui est la force de Boulanger. Très bien. Est-ce que on peut peut-être parler de qu'est-ce qu'on fait ensemble pour justement faire parler les magasins de Boulanger? Cette année, le truc se met pas en place. Donc en effet, moi je suis fondateur d'Armis. Armis, on est une plateforme technologique qui permet donc de faire jouer les magasins de la publicité au local et d'optimiser vraiment la performance locale de ces publicités sur Google, sur Facebook et en bannière pour définir sur quoi les magasins vont être le plus pertinents. Notre société est créée depuis 3 ans et on est aujourd'hui en déploiement, donc forcément on est en France, puis en Espagne, Portugal et Italie. Et on travaille avec 25 grands noms de la distribution alimentaire et non alimentaire. On a commencé à rencontrer Kevin maintenant il y a presque 2 ans, et en effet c'était l'enjeu ensemble de pouvoir basculer finalement au fur et à mesure le print et de trouver les clés finalement de cette complémentarité par rapport au digital.
qu'on va donc expliquer maintenant, si ça te va. Peut-être que tu veux peut-être évoquer encore un peu plus. Non, ce que je disais tout à l'heure, ce qui nous a aidé, c'est vraiment de réunir l'ensemble des équipes médias et CRM. C'est aussi d'avoir quelqu'un au marketing opérationnel qui était mon responsable, qui venait du magasin, qui était déjà d'ailleurs un magasin basé à Lyon les Cordeliers, qui est en plein centre-ville de Lyon, et qui justement avait fait le choix en tant que directeur de magasin de ne plus tracter en fait les opérations, puisqu'en fait chaque directeur de magasin peut choisir ou pas de diffuser une opération commerciale qui a été décidée par les services centraux comme une opération devant être relayée par un tract, de le faire ou de ne pas le faire. Et donc je pense que c'était le bon moment pour nous. On était dans une période en plus qui était marquée par la Coupe du Monde, qui était une période assez idéale pour nous pour faire ce test qu'on a pu faire avec Armis. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver un peu, pas la totalité des magasins, puisqu'on a 150 magasins actuellement chez Boulanger, encore 16 opérations commerciales par an, mais de trouver le moment opportun qui ne ferait pas débat en interne, puisque ce qu'on cherchait à faire, c'était vraiment de mesurer l'incrémentalité apportée par la solution et pas simplement un simple ROI qu'on pouvait avoir avec un euro investi en médias. Ok, j'arrive pas à dérouler toujours. Ok. Donc je vais vous parler de la technologie de publicité multilocale. Alors est-ce que la régie peut avancer les slides parce que ça marche pas donc ce qu'on fait en fait, on va s'adresser donc aux consommateurs. Je vous en prends deux par exemple qu'on a certainement ciblé autour des magasins boulangers. Il y a cette femme qui s'appelle Julie, qui a donc 3 enfants et qui est comptable près d'Avignon. Vous pouvez tourner s'il vous plaît. Puis Paul, célibataire, 25 ans, qui travaille près de Paris. Vous pouvez tourner. Notre technologie fait finalement l'exposition digitale sur la zone de chalandise des magasins. Donc on travaille avec les enseignes pour récupérer la zone de chalandise. On travaille vraiment la couverture idéale en reprenant même les iris qu'on nous transmet de distribution papier. Ce qu'on voit, c'est qu'un client dans cette zone va d'abord avoir potentiellement un comportement sur Google qui est finalement à 2 pas d'acheter sur Amazon. Donc il va taper l'une des requêtes que vous voyez ici. C'est extrêmement dommage finalement que ce magasin ne puisse pas prendre la parole alors qu'il est à quelques pas finalement, ou quelques mètres ou quelques kilomètres de là où Julie a rentré finalement sa requête. Et quand en effet le client clique, il est basculé sur le site de Boulanger. Mais finalement, donc là c'était la partie Google, on va passer à Paul. Et Paul, en fait, on a vu cette nécessité technologique et même de médias de masse de se dire que Google n'allait pas suffire finalement pour recréer l'effet du catalogue. C'est pour ça qu'on le complète avec d'autres médias et chaque média va être très complémentaire dans son usage. Donc là, vous voyez d'ailleurs un autre device, vous voyez que c'est donc un mobile et que c'est Facebook qui a été ouvert. Vous voyez un autre produit qui a été poussé à Paul. L'autre plateforme qu'on utilise, c'est en effet la bannière publicitaire display qu'on va donc mettre sur des sites tierces. Et en effet, quand Paul clique, il arrive sur le site de Boulanger. L'enjeu technologique en fait, qu'on a eu à travers Armis, c'est comment optimiser au local sur très peu de données par rapport à des magasins qui vont avoir une capacité finalement à faire du bruit sur plein de choses. Donc ce NAPAM publicitaire, prospectus, finalement, on peut le recréer finalement en digital, sauf que le digital, en plus de ça, on permet d'avoir des indicateurs qui permettent vraiment de faire un effet entonnoir pour choisir qu'est-ce qui va plus être réactif magasin par magasin. Et en effet, quand l'algorithme se met en marche, donc je vous présente notre algorithme qui s'appelle Fly, donc Fast Learning AI. Donc c'est un algorithme qui apprend de façon très rapide, qui va choisir dans les zones des magasins quel produit davantage boosté, quel device, quels horaires, quelle cible, quelle plateforme, quel endroit auprès des magasins. Et grâce à ça, on a une performance publicitaire qui est boostée par 10 et l'ILAB, qui est le ministère de la Recherche, nous finance pour notre capacité de machine learning, comme on l'appelle, et surtout en respectant les règles RGPD, car on passe par les plateformes Google, Facebook, donc c'est parce que vous, clients, vous avez accepté les cookies et vous êtes opt-in finalement à Facebook qu'on peut vous pousser de la publicité géolocalisée. Et grâce à ça, quand vous faites du Armis, vous avez une vraie optimisation locale, magasin par magasin, de
vraiment les choix publicitaires qui vont être faits, c'est vraiment ce qu'on fait maintenant depuis 3 ans. Les magasins vont réagir à des choses différentes. Et donc, il faut, tout comme si on pouvait recréer un prospectus digital local, adresser les meilleures offres magasin par magasin. Et les meilleurs médias, les meilleurs terminaux, etc. Voilà ce qu'on est très fiers de faire, en tout cas pour Boulanger, depuis maintenant un bon moment. Et je vais te laisser, Kevin, un peu donner en exclusivité vraiment des enseignements de campagne. On n'en donne pas souvent. Ouais, non, c'est vrai qu'on n'est pas très habitué à l'exercice de communiquer ces résultats, mais ça nous a intéressé de vous les partager aujourd'hui. Ce qui a été très intéressant, si on revient justement à cette comparaison qu'on avait par rapport à la distribution en tract, c'est le coût du contact. C'est-à-dire qu'on a un coût du contact qui est inférieur à 3 cents, ou quand on distribue en tract, on est sur un coût à peu près entre 6 et 10. Donc ça a déjà été un premier enseignement, à se dire c'est déjà une bonne première alternative, parce que souvent c'est des comparaisons qu'on peut faire dans nos arbitrages budgétaires, combien de contacts on va pouvoir toucher, quelle est la puissance, parce que ça permet de réassurer en interne finalement les différents décisionnaires. Comme le disait Dan, finalement on a aussi vu la loi du local, mais ça on s'y attendait un petit peu, c'est-à-dire que chaque magasin va réagir différemment, que ce soit dans les horaires de diffusion qui sont les plus pertinents, dans les produits à pousser, mais ça on a pu le vérifier de notre côté avec cette campagne. Aussi une belle complémentarité des plateformes, puisque on a utilisé aussi bien Facebook que Google, que le display à travers le DSP AppNexus. Et donc finalement, on s'aperçoit que les performances ont été aussi bonnes sur l'ensemble de ces 3 leviers qu'on pu utiliser pour diffuser justement cette campagne. Et ce qui nous apparaissait, comme je le disais tout à l'heure, important, c'était de mesurer l'incrémental. De plus en plus chez Boulanger, ce n'est pas un strict ROI qui va nous intéresser, c'est l'incrémental apporté par une exposition publicitaire, avec la méthodologie qui est la bonne, justement. Et il y a un acteur qu'on a utilisé, qui est justement LiveRamp Axiom, justement pour procéder à ça. Pourquoi ce choix? C'est aussi pour sa complémentarité avec les 2 plateformes que sont Google et Facebook, et le fait qu'ils soient partenaires avec ces acteurs-là, et de bien mesurer sur une population A et B, finalement, l'impact de la publicité locale qu'on a pu diffuser à tel ou tel user. Et pour vous partager un chiffre, c'est un uplift moyen, mais on a un uplift à peu près de 3,40%. Et cet uplift, il est aussi bien dû à un accroissement en fait, du nombre d'acheteurs qu'aussi un accroissement du CA par acheteur. En fait. C'est sur ces 2 items que finalement on a pu réaliser cet uplift et avoir un ROI de 12 € pour 1 € investi en médias. Alors ça, c'était aussi une petite demande qu'on avait auprès de Dan et de ses équipes. C'est pour engager finalement notre réseau de magasins et l'ensemble des directeurs de magasins, il est important de pouvoir leur restituer finalement d'une manière assez facile les résultats d'une campagne digitale, puisque c'est souvent des gens qui n'ont pas forcément d'expertise sur le sujet. C'est des métiers assez complexes, surtout quand on arrive dans des publicités comme celle-ci. Et donc en fait, là ce que vous pouvez voir, c'est finalement un petit peu ce qui nous intéressait, c'était comment on pouvait aussi utiliser Armis pour optimiser notre distribution de tracts. Parce que l'idée n'est pas d'aller sur du zéro papier, mais l'idée est de faire du papier, en tout cas d'une meilleure manière qu'on a pu le faire sur les dernières années. Et là, justement, vous voyez des zones de chaleur dans la zone de chalandise du magasin. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est rattaché à des codes iris. Et ça permet justement à un directeur de magasin, quand il est en relation avec son partenaire, son prestataire, qui est en l'occurrence pour Boulanger Adrexo, d'optimiser finalement sa distribution de tracts en se disant, finalement, je vais lui livrer une petite boîte à outils où il va pouvoir choisir sur son budget, par opération commerciale, ce qu'il va décider de vouloir continuer à investir en papier et ce qu'il va vouloir investir en digital. Et finalement, d'arrêter de faire des choix comme on a pu le faire par le passé, plutôt par conviction, mais avec des réelles mesures qui soient, on va dire, où on ne peut pas reprocher finalement que ça ne soit pas reproductible en fait. Alors, l'ère de la communication augmentée, ce qui est important à savoir, c'est que, comment on a fait ça chez Boulanger, on a dématérialisé en fait la facture client. Et traditionnellement, c'est vrai que quand on voulait faire du CRM, on utilisait soit les porteurs de cartes ou l'ID CRM, et on utilisait des canaux d'activation type email, SMS, couponing.
avec justement la réconciliation cookie justement qu'on a pu faire avec un acteur comme LiveRamp Axiom, ça nous permet justement de onboarder en fait notre base client et de pouvoir utiliser d'autres canaux d'activation, notamment digitaux, aussi bien en search, en social, en display, comme on a pu le faire dans la campagne Armis, et d'arriver à une communication qui est beaucoup plus augmentée, où on va pouvoir finalement avoir une communication qui soit adaptée, qui soit people-based, et qui soit adaptée, on va dire, à chaque utilisateur au niveau des canaux et au niveau de la publicité qu'on va lui diffuser. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, la campagne elle a été faite pendant notre opération Coupe du Monde. L'opération Coupe du Monde chez Boulanger, elle était du 14 mai au 26 juin de cette année. Ce qui a été aussi très intéressant, et on pensait que c'était important, c'était d'embarquer en fait une région avec nous. Donc on a embarqué un directeur régional avec nous qui nous a aidé à financer cette campagne. Comme je l'ai dit précédemment, forcément on voulait aussi que, pour que ça ne soit pas contestable, d'utiliser un tiers de confiance, que Dan et Armis ne soient pas jugés partie finalement de la performance de la campagne qu'on a pu exécuter avec eux. C'est pour ça qu'on a choisi LiveRamp sur le sujet. On a continué à utiliser la solution justement pour relayer les différentes ouvertures de magasins. Boulanger a une actualité très chargée parce que contrairement à d'autres retailers, on continue d'ouvrir des magasins. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on pense que ça doit faire la force de l'entreprise. Et généralement, les ouvertures ont lieu lors du second semestre chaque année. Donc on a eu plus d'une dizaine d'ouvertures qu'on a soutenues par un dispositif local grâce à la solution Armis. Et donc l'idée, c'est en 2019 de continuer finalement à traiter finalement les sujets qu'on a pu traiter avec eux, c'est-à-dire de faire un relais des opérations qui sont tractées, mais aussi de commencer à s'intéresser, ça c'est des choses qu'on a fait avec d'autres acteurs comme Google, avec un produit comme Local Catalog Ads, où on a été le seul acteur français à le tester sur une opération hors catalogue, et aussi d'aller sur aussi des opérations de trade marketing. On a pas mal de demandes pour justement travailler avec des marques comme Microsoft, etc. Merci beaucoup Kevin. Donc juste pour conclure, en effet, nous on est très fiers d'accompagner Boulanger qui mise énormément sur les magasins. Donc en effet, l'ère vraiment qu'on vit par rapport au catalogue, c'est pas une ère de zéro papier, mais tout de même, il y a un début de zéro tract. Et Boulanger a vraiment su, dans les discussions qu'on a su avoir, en fait, se distinguer fortement par rapport à Amazon en affirmant son rôle de sélectionneur. Et donc nous, on est très fiers finalement d'accompagner votre enseigne pour justement créer cette stimulation quotidienne, comme pouvait créer un peu le papier avant, sauf que maintenant le papier devient premium pour chacun de nous. Et on espère de plus en plus prendre cette place dans vos opérations commerciales. Merci. Merci Dan et Kevin pour ce partage. Donc on parlait de cas d'usage concret. J'ai peut-être une question que se posent sans doute les personnes dans l'auditoire. Entre les prémices de la réflexion et finalement la première communication lancée, combien de temps s'est passé ? On l'a fait en 3 semaines, la première activation d'opération. On est une plateforme logicielle, donc il ne faut pas du tout nous voir comme une agence, c'est-à-dire qu'on est intégré vraiment au sein même des équipes de Boulanger. Donc on se connecte aux plateformes médias, à Google, à Facebook, etc. On se connecte par rapport au stock pour ne pas diffuser de la pub quand il n'y a pas de produits en magasin. Donc il y a ces interfaçages qui sont nécessaires, mais très vite après, la campagne peut être lancée en 3 semaines. Par contre, la notion d'arbitrage, donc cette notion finalement que l'enseigne doit donner ses zones de chalandise, sa distribution, de comprendre les zones rouges et après de former finalement direction régionale, magasin, ça c'est un vrai sujet de transformation stratégique qui prend du temps, qui évolue et en soi on fait quand même la même chose à chaque fois, sauf que ça devient plus riche. On se connectera bientôt, j'espère, à votre DMP pour enrichir les segments. Donc il y a une boucle assez vertueuse finalement d'alimentation plurielle dans votre plan de communication global. Super, donc 3 semaines pour le coup c'est vraiment concret pour reprendre l'adjectif que j'utilise depuis tout à l'heure. Ce que je vous propose c'est de passer d'un cas d'usage sur la communication multilocale, pour reprendre le terme de Dan, à un sujet qui est légèrement différent mais qui vous parlera très, très certainement. C'est finalement à l'ère de la data et dans des sociétés qui ont grandi, qui se sont enrichies, qui ont accumulé des data au fur et à mesure finalement de leur croissance, comment être à même d'accéder à la bonne data au bon moment
pour prendre les bonnes décisions. Donc c'est tout le sujet de cette seconde session. Et je me propose de donner la parole à Yvan Smet qui gère les opérations donc, de Snowflake pour l'Europe du Sud et à Arnaud Maton qui est responsable de la Data Factory de Kiloutou. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc moi je suis le directeur des opérations pour l'Europe du Sud, les pays où on mange bien et où c'est sympa de faire du commerce. Il y a ton homologue ce matin qui posait la question, la transformation digitale, mais d'un point de vue opérationnel, qu'est-ce que c'est ? C'est de ça dont on va parler pour faire écho au monsieur de Probox juste avant. C'est qu'on est dans le back-office et le back-office, c'est qui va fournir toute la puissance des opérations qu'on vient de dire. Derrière, aujourd'hui, quasiment tous les enjeux de la transformation digitale, ce sont du back-office, du front-office, et derrière la technologie, c'est la data. Et la data, c'est notre métier, c'est notre raison d'être. Alors, je vais juste partir de ce chiffre. Ce chiffre, il vient de Régis Schulz, qui est ce grand agitateur du retail, et qui se base sur le fait que d'ici 2025, on aura à peu près un utilisateur sur deux, ou en tout cas un consommateur sur deux, qui sera un consommateur e-commerce. Donc le point, c'est que ce e-commerce, il est inexorable. Tant pis, raté. Le e-commerce, donc celui qu'on a connu traditionnellement, les magasins, doit évoluer et qu'il y a une réconciliation obligatoire entre le digital et le magasin. Et pour ça, il faut que le retail fasse sa mue au global. Et je ne parle pas trop de transformation, c'est plus une évolution parce que le client, il reste toujours là, les fondamentaux du commerce restent toujours là. C'est simplement qu'il y a des nouveaux facteurs qu'il faut prendre en compte. Alors c'est Churchill qui disait qu'il faut regarder loin derrière pour regarder loin devant, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, les facteurs qu'il y a intégrés dans une transfo digitale et son impact sur la technologie. C'est de se dire que ça a changé, que c'est global. Donc aujourd'hui, c'est un magasin universel avec tous les acteurs. Avec mon compétiteur, il peut être à Séoul avec un site ouvert par un étudiant. Que la customer journey, elle a complètement changé. Donc là où avant, on avait des catalogues et puis on allait dans un magasin, aujourd'hui, on est sur du multicanal, sur tous les devices. On veut tout et tout de suite. On est schizophrène, on ne veut pas partager nos données, mais en même temps, on veut pouvoir accéder à tout et n'importe quoi. On n'est pas prêt à payer pour ça. C'est considéré comme un dû. Et ça va encore s'accélérer. Je regarde mes enfants, ils ne regardent pas la télé. Ils sont tout petits, ils ne regardent pas la télé. Ils regardent que Facebook, enfin pas Facebook, ils regardent que YouTube. Donc si on veut les atteindre, si on veut faire du commerce, si on veut les engager dans quelque chose, il faut être là où ils sont. C'est le deuxième point, c'est que c'est devenu un monde social. Donc on partage tout. Les marques doivent être transparentes, le message il est partagé, les consommateurs donnent leurs avis. C'est un monde qui est devenu transparent. Donc grâce au digital et surtout à Internet, tous les prix sont affichés partout et c'est la compétition. Donc comment on se différencie ? C'est un monde digital. Les dispositifs digitaux sont partout dans notre vie, mais aussi ils reprennent leur place dans le magasin. Et puis le dernier point, c'est disruptif. Disruptif, alors c'est un mot galvaudé, mais dans ce cas-là, c'est réel. De nouveaux acteurs qui n'existaient pas il y a 20 ans, avec un nouveau business model, de nouvelles infrastructures. On peut parler d'Amazon, mais on peut parler dans la révolution du retail, de la fashion, c'est Azos, avec son nouveau business model, qui a conclu tout un plan. Donc voilà. Donc dans ce contexte, il faut évoluer. Alors l'évolution, elle est, quand je suis un retailer, c'est quoi ma proposition de valeur, c'est quoi mon marché, comment je me différencie, comment je me positionne. Et puis une fois qu'on a fait ça, on parle de transformation digitale, c'est des chantiers. Et puis derrière ces chantiers, qu'est-ce que ça veut dire pour ma technologie, qu'est-ce que ça veut dire pour mon back-office ? Le point fondamental, c'est qu'il faut passer d'une IT qui était historique, centrée sur le magasin, ma gestion des stocks, ma gestion des cartes de fidélité, l'approvisionnement, la supply chain, le RP, à une IT qui est centrée sur le client, omnicanal. Et donc, il faut que je propose à mon client la meilleure expérience possible, quel que soit le canal qu'ils choisissent, quand ils le veulent, quelle que soit l'interface avec laquelle ils interagissent avec moi. Et donc, ça sous-entend que sur l'IT, je dois changer mes dispositifs, mon infrastructure, et que je dois rassembler toute la data qui est déjà à ma disposition, qui est mon premier asset, ma première richesse, et que je dois être capable de prendre mes données historiques, celles qui viennent de mes magasins, mais aussi mes données qui viennent de mes nouveaux dispositifs digitaux, le e-commerce, le social, et puis aussi mes partenaires. On parle de partenaires digitaux, rien que sur la campagne précédente, c'est un agrégat de 3 acteurs qui tournent tous les 3 autour de la data. Et comment cette data, je respecte le RGPD, je partage ma donnée instantanément et de manière entièrement sécurisée et contrôlable. Alors, ça ne va pas aussi loin que tout ça.
Mais en tout cas, il y a une belle partie de l'histoire qu'on a fait avec Kiloutou, et je vais passer la main à Arnaud pour vous expliquer. Merci Yvan. Donc effectivement, moi je suis donc Arnaud Maton, je suis patron de la Data Factory donc chez Kiloutou. Kiloutou, c'est tout à l'heure on parlait de vieilles dames, hein, ce matin avec la Redoute, c'est un peu pareil. Hein, on a été créé en 1980 donc dans la famille Mullier, par Francky Mullier, et effectivement aujourd'hui on est un réseau donc de plus de 500 magasins en France et à l'international, présents sur 5 pays en Europe. Donc effectivement, on est aujourd'hui en fait en pleine mutation de notre système d'information, de l'accès à la data et l'accès finalement à la donnée de nos clients. Et donc c'est à ce titre qu'effectivement aujourd'hui on a dû faire quelques transformations au niveau de notre système d'information pour pouvoir apporter ces différentes réponses à nos directions métiers. Alors on a juste un problème de slide a priori. Si la régie pouvait passer les slides. Encore. Ça, c'est le suivant. Hop, voilà. Donc la data, hein, tout à l'heure, on l'a dit, les différents intervenants l'ont dit, la data est omniprésente, elle est partout. Le problème, c'est qu'elle est vraiment de plus en plus dispersée. Avant, on avait certains systèmes plutôt uniques et toute la donnée était dedans, le stock, les articles et autres. Là, aujourd'hui, on a plusieurs systèmes d'accès à la donnée pour nos clients. Mais malgré tout, en fait, cette data qui est hyper dispersée, au final, elle se retrouve enfermée dans un coffre-fort des différents systèmes d'information, des différentes sociétés, avec une DSI qui finalement conserve, on va dire, scrupuleusement cette donnée en interdisant toute consultation ou toute diffusion de cette information. Alors dans le cas du RGPD, c'est génial. Mais dans le cas de l'utilisation pour les directions métiers, ça pose un vrai souci. C'est qu'aujourd'hui, les directions métiers veulent connaître leur parcours client, veulent savoir quelles sont les pratiques en magasin, in-store, sur le site, sur le web, sur l'apps mobile, sur également les consommations qui sont faites par nos clients avec des machines connectées et donc finalement la récupération de données IoT. Autant de choses qui aujourd'hui font qu'avec nos systèmes existants, c'est-à-dire des bases de données traditionnelles ou des systèmes de reporting qu'on a tous connus, plutôt basés sur du report AJ plus 1, c'est-à-dire que globalement on prend dans le rétroviseur les données de la veille et puis on analyse ce qui s'est passé. Super, mais ça ne nous fait pas avancer puisque ce qui s'est passé derrière, c'est passé et ce qui nous intéresse, c'est ce qui arrive devant. Je ne suis pas sûr que ça marche mieux. Si, ça marche mieux. Ça va mieux. Et donc, moi, j'ai posé l'ambition, on va dire, il y a 1 an et demi, quand je suis arrivé au niveau de la Data Factory, du service BI à l'époque, j'ai retransformé en Data Factory. Ça a été de mettre à disposition, finalement, un service data orienté métier. L'idée, c'est que la DSI et les directions métiers travaillent main dans la main pour le client final, que la DSI puisse, on va dire, récupérer et partager des informations de data qui sont ensuite transformées en informations pour les directions métiers, alors quel que soit le device, hein, que ce soit PC, tablette ou demain d'autres objets connectés. On parle de plus en plus d'informations qui viennent de différents capteurs à votre monde connecté ou d'autres éléments qui sont d'autant de sources d'utilisation de la donnée. Tout ça évidemment dans un monde qui bouge avec une volonté de rapidité d'exécution, en tout cas une volonté d'avoir une information temps réel. Ce qui s'est passé hier, très bien, so what, qu'est-ce que j'en fais? Non, ce que je veux savoir, c'est l'audience dans mon magasin aujourd'hui à cette heure-ci, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que je peux faire pour pousser une campagne éventuellement ou mettre à disposition quelque chose qui va favoriser finalement le fait que le client vienne dans ma zone de chalandise, hein. Aujourd'hui, les Kiloutou sont essentiellement, au même titre que boulanger, dans des zones assez commerciales et rarement, on va dire, au fin fond d'une zone industrielle. Donc voilà, c'est comment on peut faire tout, on va dire, pour partager cette donnée rapidement. Alors, je ne vais pas dire la vitesse de la Ferrari, mais why not, mais tout ça également, on va dire, avec une vision hyper sécurisée, puisque c'était aussi pour ça qu'on avait un système avant qui était hyper fermé avec des remparts de partout. C'est surtout la donnée, oui, elle est importante, et donc elle est tellement importante que je l'enferme, et comme ça je suis certain que personne ne va pouvoir me la voler, mais du coup personne ne peut l'utiliser non plus. Alors, l'ambition qui a été posée au niveau de la data, au niveau du groupe Kiloutou, ça a été quoi? C'est-à-dire de dire, voilà, aujourd'hui j'ai énormément de données qui viennent de différents systèmes. Comment je peux faire finalement pour faire la récolte de ces différentes données, donc faire mon marché en fait dans ces datas? Comment je peux faire pour les valoriser, c'est-à-dire les transformer en informations
on va dire, qui pourraient être exploitées derrière par une direction métier ou pour des clients ou pour des partenaires, que ce soit des fournisseurs ou des partenaires avec qui on a des relations de business. Globalement, comment on aide les directions métiers à faire leur marché, à faire leurs courses finalement au sein des différentes datas présentes dans l'entreprise. Bien évidemment avec une notion de fiabilité, puisque la data n'a de sens que si elle est fiable. Toute data qui aujourd'hui est ingérée, qui n'est pas pu être qualifiée, ne sert à rien. Aujourd'hui, on ne peut pas se baser sur... tous les modèles qu'on a vus ce matin d'intelligence artificielle, d'intelligence amplifiée, ne peut fonctionner qu'à partir du moment où on arrive à entraîner notre modèle sur quelque chose qui est un socle de données qui est suffisamment fiable. Donc ça, c'est le premier point. La qualité donc donnée va forcément avec cette gouvernance et la fiabilité des données qu'on met à disposition. La sécurité, alors d'autant plus avec les contraintes RGPD qui arrivent, mais pas que. Aujourd'hui, c'est la sécurité. Alors tout à l'heure, Yvan le disait, c'est qu'aujourd'hui, on est prêt à... On veut avoir accès à tout, mais on est prêt à rien donner de notre côté non plus pour pouvoir y avoir cette info. Donc il y a un minimum de sécurité, nous, quand même, à mettre à l'intérieur de nos entreprises. Et le point prépondérant, c'est la réactivité et le délai, qui sont aujourd'hui 2 facteurs. Avoir une information le mois suivant, ça ne sert à rien. J-1, les informations de la veille, ça peut avoir du sens, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est vraiment important, c'est l'instant présent et savoir la projection qu'on peut en faire de ces données pour prédire, finalement, même si on n'a pas de boule de cristal, mais essayer d'influer le modèle et d'essayer de prévenir, finalement, les ventes qui vont arriver. Tu parlais en fait de ton département finance qui avait avant des problèmes, comment il faisait pour faire les analyses, combien de temps ça prenait et qu'est-ce qui s'est passé après quand tu as fait ta transfo? Alors, on avait effectivement certaines contraintes et problématiques de temps de traitement aujourd'hui sur des socles des volumes d'analyse financière mensuelle. Aujourd'hui, on travaille sur une table, sur des socles de plus d'1 milliard d'enregistrements pour faire cette analyse financière. Je parle côté commerce, c'est encore pire. J'ai plus de signal. Et donc par rapport à ça, les temps de traitement, on va dire, étaient à peu près de 2h30, on va dire entre 45 minutes et 2h30 de traitement, pour avoir finalement le résultat en bas de page de mon chiffre, il est bon, il n'est pas bon. Et ça, c'est des choses qui étaient faites plusieurs fois par jour. Alors, ils ne pouvaient pas en faire plusieurs fois, enfin, pas trop, puisque ça durait très longtemps. Et aujourd'hui, donc avec les solutions qui sont présentées, qui va être présentées juste après, avec Snowflake, aujourd'hui, on arrive à leur donner le même résultat en 40 secondes. Donc forcément, la valeur de la donnée n'est plus du tout la même. C'est que finalement, on la consomme à l'instant même où finalement on en a besoin et pas 2 heures après. Enfin, voilà, 2 heures après, on aura bu 2 cafés, on aura été voir 3 collègues, on aura fait 2 réunions. Enfin, voilà, on n'aura pas forcément la même appétence pour la donnée. Dans l'immédiateté, c'est toute la valeur finalement des solutions qui aujourd'hui apportent ça à The Service. Donc un peu tout à l'heure comme les 3 semaines pour mettre quelque chose en place. Si ça mettait 6 mois, c'est peut-être pas la même valeur, on n'a peut-être pas fait le même projet. Là, c'est exactement pareil avec Snowflake. Aujourd'hui, la valeur du produit, qui sera présentée juste après, pareil, dans le détail, nous apporte aujourd'hui cette flexibilité au niveau des directions métiers internes, mais surtout également d'exposer de la donnée à nos partenaires. Donc aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'ajustement de prix. C'est aussi un vrai sujet aujourd'hui chez Kiloutou, le pricing et le revenu management. Et aujourd'hui, effectivement, avoir le prix d'il y a 3 jours, ça ne nous intéresse pas, puisque finalement, il y a 3 jours, c'était le week-end. Les prix du week-end et l'activité du week-end, évidemment, n'est pas la même que la semaine. Et finalement, apporter un prix aujourd'hui sur une activité du week-end m'intéresse très peu. Donc voilà, on a un certain nombre de contraintes aujourd'hui qui font que si on veut être actif et si on veut finalement être avec nos clients, on a besoin d'avoir des solutions agiles. Et un point, on connaît tous en fait les divisions informatiques et les projets pharaoniques qui n'aboutissent jamais. À partir du moment où tu nous as vus et tu vas rentrer en production en combien pour transformer un système qui est là depuis 15 ans? Alors ça a été assez bluffant. C'est que globalement on a fait un POC ensemble pour valider les problématiques de performance, voir si ça allait. Le POC s'est fait en 2 semaines. Là on a signé ensemble il y a 1 mois maintenant et on est en prod la semaine prochaine sur tout le périmètre finance, justement pour ces états, pour les reporting financiers. Et on sera sur la totalité du transfert du commerce, donc la partie dataware commerce, toute la donnée finalement aujourd'hui qui sort de nos magasins pour la fin du 1er trimestre. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu de transfert de compétences, il y a de la conduite du changement, il y a un peu de traitement aujourd'hui aussi à basculer sur la nouvelle plateforme, mais ça se fait très bien, on va dire, contrairement à des projets parfois qui sont douloureux, sur lesquels il y a une grosse conduite du changement à faire. Là, l'avantage, c'est que c'est un écosystème qui aujourd'hui ne change pas. Aujourd'hui, on avait un certain nombre d'outillages de visualisation pour nos directions métiers, c'est les mêmes, on ne change rien.
Tout ce qu'on change, c'est la vitesse d'exécution, la sécurité et le partage finalement d'informations avec nos partenaires. Je te rends la main. Alors, juste pour expliquer ce qu'on fait très rapidement, on est une société américaine, mais créée Cocorico par 2 Français qui ont été nominés aux personnalités IT 2018, donc on va voir si on gagne. Alors, c'est très technique notre définition, on est un service de data warehouse dans le cloud, mais pour simplifier, on a une très grosse base de données d'entreprise. La valeur de la chose, c'est que ça a été, les gens qui ont fait ça ont travaillé pendant 25 ans chez Oracle. Ils ont développé les noyaux des bases que vous avez tous dans vos entreprises. Et ils se sont dit, il faut qu'on construise quelque chose de zéro, entièrement nouveau, qui réponde aux challenges d'hier et aux challenges d'aujourd'hui. Comment on réconcilie le monde de l'entreprise et son système magasin et le monde d'aujourd'hui avec son monde digital, avec ses nouveaux modes et ses nouveaux canaux. Et puis dans un monde qui échange et qui doit partager la donnée et pas un monde qui doit l'enfermer. Alors, je vais essayer juste de vous expliquer très simplement en fait ce que ça fait. Le fait que ça soit du SQL. Le SQL est le langage historique du manipulation de la donnée. Donc, tous les gens dans vos services informatiques utilisent ce langage. Ça veut dire concrètement qu'il n'y a pas de compétences à acquérir pour utiliser Snowflake et qu'il n'y a pas de nouveaux produits ou de nouvelles compétences. Vous pouvez valoriser tout ce que vous avez en interne. Les gens qui travaillent à l'ancienne travailleront pareil. C'est un système SaaS, comme Amri, donc c'est un service. Il n'y a pas de projet pharaonique, il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de configuration. Dès qu'on engage, le lendemain, vous avez une URL, un compte, un mot de passe, vous commencez à travailler. C'est un système qui prend en charge, alors il faut comprendre techniquement, c'est un système qui prend en charge toutes les données. Donc les données du monde historique, les ERP, les CRM ont un certain format. Toute la nouvelle génération, le digital, les applications, le mobile, les objets connectés ont d'autres formats. Aujourd'hui, l'informatique, elle doit, pour traiter ça, avoir un système de base de données A et un système de base de données B. Et quand elle doit réconcilier, quand on doit avoir une vue 360 sur le client, compliqué. Donc nous, on a développé un système qui nativement ingère tout ça. Donc il prend tout en un endroit, quelle que soit la volumétrie, quel que soit le type. On sert tous les utilisateurs. En fait, aujourd'hui, le vrai problème de la transformation digitale, c'est quoi? C'est de la mise à disposition d'applications, de front-end essentiellement, auprès du client final. Et derrière, c'est des projets informatiques qui traînent ou qui s'enlisent. Pourquoi? Parce que la technologie ne le permet pas. Avec Snowflake, quand le métier demande « je voudrais avoir accès de manière sécurisée à tout ou partie de la donnée », l'IT est capable, en 1 seconde, de créer un environnement avec la puissance de calcul et l'accès à la donnée nécessaire, que ce soit pour faire une analyse de segmentation, une analyse de prix, partager des données avec Publicis en instantané, 1 seconde. Il n'y a plus cette guerre entre l'IT et le métier. Deux. Soyons pas ambitieux. C'est un paiement à l'usage, donc aujourd'hui, c'est fini les projets pharaoniques avec des investissements à 3 ans. Dans 3 ans, on ne sait pas où on est et on doit piloter sa marge en permanence. Donc vous payez pour le stockage et l'utilisation du calcul. Vous payez à la seconde d'utilisation après la première minute. C'est un forfait Mobicart, mais pour l'informatique. Et dernièrement, on a développé ce qui est notre fer de lance, et ce qui marche, qui explose aux États-Unis, qui est un concept qui s'appelle le data sharing. Une fois que votre data elle est dans l'entreprise et que tout le monde a pris conscience de sa valeur et l'utilise au quotidien, c'est comment vous la partagez avec vos partenaires, de manière sécurisée et de manière instantanée. Donc on a un système de partage de données qui évite de la copie, de la manipulation, et qui en 1 instant peut dire « je partage ça avec vous » de manière entièrement sécurisée. C'est un des points aussi du choix. Nous, effectivement, on a deux cas d'usage aujourd'hui sur le partage de données. C'est les gros volumes pour les calculs de prix et les optimisations prix. Donc ça, c'est plutôt adressé, on va dire, à un partenaire avec qui on travaille sur le revenu management. Mais également, l'objectif, ça va être de partager ces données directement avec les sociétés qui nous font des campagnes marketing. Donc, là, on parlait de DMP, alimenter une DMP et autres. Voilà, directement par partage de données, c'est-à-dire sans extraire les données d'un système, les transférer dans les tuyaux qui vont bien, et puis derrière les réinjecter dans un DMP. C'est directement un partage. Donc, finalement, on présente les données et qui sont accessibles en lecture directement par ces sociétés. Et ça, c'est une vraie valeur puisque ça diminue complètement le temps de traitement, le temps de mise à disposition d'une donnée qui bien souvent se faisait la nuit parce que c'était long, ça nécessitait de la capacité machine, donc il y a des gros traitements d'extraction, des gros traitements de transfert, et puis derrière des gros traitements d'ingestion.
Et avec cette solution, effectivement, tout ça est réduit, alors je ne vais pas dire à 1 seconde, mais à quelque chose de l'ordre de la minute, où finalement, en moins d'1 minute, on est capable de partager une donnée qui vient d'être générée dans le système transactionnel directement auprès de nos partenaires, si on a besoin d'une analyse spot sur un socle de data défini. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée complémentaire, on va dire, à l'ensemble des autres points de la solution. Un grand merci, messieurs, pour ces deux partages. Alors, je ne vais pas poser de questions parce que je vois que Michel me demande de me presser. Donc, ce que je vous propose, c'est de les remercier et de les applaudir pour ce partage. Et je vous invite vivement à rester pour la dernière conférence du jour, hein, puisqu'on va avoir un panel de disrupteurs avec Made.com, Fil Unique et Mano Mano. Merci à tous.